Je vous demande donc de m'autoriser à modifier l'ordre du jour de notre conseil municipal de façon à ce qu'on puisse traiter la question diverse que M. Le Gemtel va nous poser ou M. Poitvin. 2 questions diverses et ensuite on passera sur la séance à huis clos, sauf si, à votre connaissance, la séance en huis clos. Bon, on attaque les questions. Monsieur Le Gemtel. Pardon, excusez-moi, c'est Madame Joly. Oui. C'est bon ? Merci. Donc, c'est une question diverse par rapport au temps d'activité périscolaire, en fait. Donc, pendant la campagne, nous avons été interpellés plusieurs fois sur ce sujet. La Gauche debout avait souhaité que ce décret soit réécrit. Le gouvernement répond par un dernier bricolage pour ne pas perdre la face, vidant la réforme de son objet, à savoir un rythme adapté à l'enfant. Alors que le gouvernement met en place le pacte de responsabilité amputant de 10 milliards les dotations des collectivités, nous demandons qu'à la mise en œuvre de cette réforme soit associée l'attribution de réels moyens ainsi que leur pérennité et que les décrets imposent la gratuité d'étape, on en voit d'ailleurs déjà les dérives, qui permettra une certaine équité nationale. Nous demandons aussi que soit augmenté le nombre de postes d'enseignants et non-enseignants, que ces emplois soient pérennes pour assurer les remplacements, réduire les effectifs dans les classes, pour accompagner les élèves en situation de handicap, pour assurer l'entretien des locaux, etc., afin de permettre une réussite scolaire et mettre en place un temps périscolaire avec de vrais projets, de véritables moyens et des personnels formés et respectés. Pendant la campagne, nous avions souhaité la plus large concertation sur l'organisation d'étapes. Les enseignants, les ATSEM, les intervenants ainsi que les parents doivent être partie prenante sur un sujet aussi important. Aujourd'hui, trop de points demeurent flous. Nous serons donc vigilants à la construction d'un projet éducatif territorial global, véritable outil d'une réussite éducative, scolaire et non scolaire, où il sera important de décider le plus démocratiquement possible en organisant un débat basé sur une réelle information des parents et de la communauté éducative. Dans ce projet, les pratiques culturelles, au sens large du terme, devront avoir une place incontournable, sans volonté de substitution aux enseignements ni de consumérisme. Nous sommes porteurs de cet accès à la culture pour l'enfance et la jeunesse, ainsi que de son accès progressif à l'autonomie. De ce fait, un premier retour sur expérience est incontournable dès le premier trimestre. Nous serons aussi vigilants à la qualification et la formation des intervenants, pour qu'ils soient au service d'une éducation populaire. Nous serons vigilants à la mise en place d'une charte de bon usage des locaux et des règles de vie communes entre intervenants, enseignants et ATSEM, et à la bonne gestion des installations extérieures aux écoles pour ne pas déshabiller, notamment les établissements scolaires du secondaire. Enfin, nous serons vigilants à la gratuité des TAP dans un but d'égalité d'accès aux activités. Dans notre cadre d'exigence, comment comptez-vous vous y prendre et quel en sera le coût exact ? Il y a plusieurs choses dans votre intervention, à la fois des remarques qui concernent la réforme en elle-même, et là évidemment on n'est pas forcément les mieux placés pour répondre, et puis ce sur quoi je peux répondre, c'est sur ce qui concerne effectivement la mise en œuvre à Cherbourg-Octeville, avec un certain nombre d'exigences dont vous faites part qui sont exactement nos exigences également. Donc de ce point de vue-là, je pense que vous serez complètement satisfaite. Pour ce qui est de la gratuité d'étape, c'est un engagement de la ville de Cherbourg-Octeville. Les inscriptions sont lancées. Les petites plaquettes distribuées aux parents sont maintenant imprimées. La semaine prochaine, tous les parents vont recevoir cette plaquette avec à l'intérieur une fiche d'inscription. Cette gratuité est bel et bien affichée, ainsi que la gratuité de l'accueil périscolaire le matin entre 7h30 et 8h45, puisque les horaires ont été modifiés et qu'effectivement, pour les parents, c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu plus difficile à organiser. Enfin, ça pouvait être plus difficile d'organiser la vie de famille. Donc, il y a bien cette gratuité d'étape qui est affirmée et également la gratuité de l'accueil périscolaire du matin. Alors, vous avez parlé des aides et vous souhaitez, et nous aussi, on souhaite bien sûr que les aides apportées par l'État soient
pérenniser. Nous bénéficions à Cherbourg-Octeville d'un fonds d'amorçage, 50 € par enfant, puis également 40 € de plus, puisque nous faisons partie des communes qui bénéficient de la DSU. Donc ça fait un total de 90 € par enfant. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour nous et nous en avons besoin à terme, bien évidemment. Vous avez parlé de la concertation. Alors, la concertation à la ville de Cherbourg-Octeville a été organisée au mieux, c'est-à-dire que d'abord, nous avons acté le report de la mise en œuvre de la réforme. Pour une réforme qui bouleverse autant la vie des familles, la vie des enseignants, l'école, c'est évidemment une concertation qui n'est jamais suffisante. Mais il y a quand même eu 150 réunions organisées. Alors, quelle forme ça a pu prendre? D'abord, un comité de suivi chaque semaine entre la direction de l'éducation et l'inspection de l'éducation nationale. C'est-à-dire que chaque semaine, la direction de l'éducation de la ville de Cherbourg rencontrait Madame Marguerin pour la tenir au courant des évolutions du projet. Il y a eu un comité de pilotage mis en place et qui était réuni tous les trimestres et dans lequel on trouvait à la fois des représentants des enseignants, des représentants de la direction de l'éducation, des représentants des parents, des représentants, je vais en oublier, de l'inspection de l'éducation nationale, les représentants des Francas, des associations, enfin bref, j'en oublie, mais vraiment tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient concernés par la mise en place de cette réforme. Par ailleurs, il y a eu des comités techniques ah oui, j'oublie les personnels de la ville, bien entendu. Il y a eu une concertation très approfondie auprès de nos personnels, puisque nous avons 150 personnels qui sont concernés directement par cette nouvelle organisation. Et des groupes de travail ont été mis en place, des concertations régulières pour réorganiser, puisqu'il fallait de nouveaux projets de service, il fallait de nouvelles fiches de poste. Tout ça a été fait au plus près de nos salariés. Nous avons présenté ces projets de service, d'ailleurs, il y a quelques jours en CTP, et ça a reçu un fort bon accueil de la part de nos organisations syndicales, ce dont nous nous félicitons. Pour toujours finir sur cette concertation, des comités techniques ont été installés dans les écoles qui réunissaient autour de la table les représentants des parents, les représentants des enseignants, le directeur plus un enseignant, les Francas, la direction de l'éducation, les personnels ATSEM, personnel restauration, personnel d'entretien également. Et tout cela a permis de faire évoluer énormément les propositions, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs propositions différentes. La première formule, par exemple, disposait les temps d'activité périscolaire 4 fois par semaine, donc 4 fois 45 minutes en fin de journée. La deuxième formule positionnait 2 fois 1h30 pour les élémentaires et 3 fois 45 minutes pour les maternelles. La troisième formule à laquelle nous en sommes arrivés est encore différente, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a tenu compte des avis des uns et des autres. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'effectivement, sur une réforme aussi lourde, il n'y a jamais assez de concertation, et c'est la raison pour laquelle nous avons reçu tous les parents élus et tous les enseignants qui le souhaitaient il y a quelques semaines avec Monsieur le maire, et nous avons entendu de la part des enseignants d'ailleurs que cette concertation au plus près des enseignants n'avait pas été suffisante. Et nous leur proposons à partir du 10 juin de constituer de nouveaux groupes de travail avec eux spécifiquement pour expérimenter évidemment et évaluer ensemble cette réforme. Le PEDT, vous avez raison, c'est absolument essentiel. Il est en rédaction et on pourra vous le proposer au conseil municipal. Ce serait une très bonne chose que de le présenter. D'ailleurs, on se propose également au prochain conseil municipal de faire une petite présentation de cette réforme et de la manière dont elle va s'organiser à la ville de Cherbourg. Pour ce qui concerne les pratiques culturelles et la qualité des tables et la qualité des intervenants, nous avons exactement la même exigence que vous. Nous avions d'ailleurs quelques inquiétudes. Allions-nous trouver suffisamment d'intervenants? Oui, nous avons 300 propositions de qualité pour des ateliers, pour à peu près 300 ateliers par semaine, et des propositions très diverses et d'une grande qualité. Là aussi, on pourra en faire le tour lors de la présentation au prochain conseil municipal. Bien sûr, il faut une évaluation, et dans les
3 comités techniques par école qui ont été organisés, nous avons d'emblée affirmé que dès la fin du premier trimestre, dès le mois de novembre, il y aurait des évaluations de cette première année, puisque nous la concevons comme une année d'expérimentation. Ce que nous proposons dans les écoles n'est pas figé. C'est une année d'expérimentation et nous comptons bien faire une vraie évaluation et tenir compte des avis de tous les concernés pour ensuite apporter les modifications nécessaires. Enfin, le coût exact. Alors, j'ai demandé le coût exact au service, un coût qui intègre absolument tous les éléments. Puisque, on l'a vu, c'est pas simplement les temps d'activité périscolaire, c'est aussi l'accueil périscolaire du matin, la restauration, puisque le mercredi, vous savez que nous organisons une restauration pour les enfants qui vont en centre de loisirs. Nous devons aussi organiser le transport de tous les enfants vers les centres de loisirs, etc., etc. Donc, quand on ajoute toutes ces données, les accompagnateurs, l'accueil périscolaire, la restauration, le temps de travail supplémentaire des agents de la ville dans l'entretien, la coordination dans les écoles, puisque nous voulons systématiquement qu'il y ait des coordonnateurs dans toutes les écoles pour sécuriser au maximum le dispositif, pour qu'il y ait des remplaçants lorsque les intervenants TAP ne sont pas là, l'aménagement des locaux, les matériels à acheter, et lorsqu'on fait ce total, donc on arrive à 1 153 080 €. Nous avons face à cela des recettes, donc le fonds d'amorçage, j'en parlais tout à l'heure, de 50 € par élève, plus 40 élèves au titre de la DSU, ce qui nous fait 233 370 €, ainsi qu'une prestation spécifique de la CAF pour 119 286 €. Cela nous fait donc un coût net de 800 424 €, soit un coût net par enfant de 320 €. C'est un coût important parce qu'en effet, nous avons fait le choix de la qualité pour la mise en place de cette réforme. Je disais, ce coût, il était rapproché du marché des activités périscolaires qui doit être à peu près du même ordre. Voilà, c'est ça. Madame Joly. Oui, je reviens quand même sur le travail de concertation parce qu'il me semble que ce travail a été plus un travail de réunion, d'information et non d'échange. Je suis parent d'élèves élus dans une école. J'ai assisté à une réunion. On a reçu une réunion pour les parents d'élèves. On l'a reçue 2 jours avant dans les écoles. Donc pour concerter les gens, et en plus des réunions organisées à la sortie des écoles, quand on a des enfants en bas âge, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour concerter les gens. Donc je pense qu'il y a un travail à faire pour les prochaines concertations. Oui, il faut vraiment que ce soit des temps d'échange. En ce qui concerne, vous avez parlé des syndicats, je ne suis pas sûre que tous les syndicats ont été invités à toutes les réunions. Voilà. Non, je parlais des syndicats, des organisations syndicales de la ville, pour le personnel. Bien sûr, nous n'avons pas comme partenaires les syndicats enseignants. Voilà. Certains ont été reçus pourtant. À leur demande, bien sûr. Quand nous avons des demandes, nous les honorons. Pour ce qui concerne les réunions d'information, alors peut-être qu'elles ont été organisées à un moment qui n'arrangeait pas tout le monde. C'était vraiment vu avec les équipes enseignantes aussi. Et c'était ce qui avait de plus facile pour les équipes enseignantes de passer du temps scolaire immédiatement à la réunion d'information. Il y a vraiment des choses qui ont changé. Par exemple, au départ, on pensait peut-être utiliser les salles de classe pour l'organisation des temps d'activité périscolaire. Les enseignants ont évidemment réaffirmé la nécessité de préserver, de sanctuariser les salles de classe, ce dont nous avons tenu compte. Dans la deuxième formule, par exemple, il y avait un temps du mercredi matin qui était assez long, qui allait jusqu'à 12h15. Les enseignants nous ont dit c'est trop long, on a réduit. La journée n'était pas suffisamment allégée aux yeux de beaucoup. Les parents nous ont dit par exemple 2 temps d'activité périscolaire d'1h30, c'est trop. Ça va créer une forme d'activisme, ça va créer de la confusion chez les enfants qui vont plus savoir à quel moment ils sont en classe, à quel moment ils sont en activité périscolaire.
on en a tenu compte, il n'y a plus qu'1h30 d'activité périscolaire. Donc il y a vraiment des choses qui ont changé, alors peut-être pas dans la réunion à laquelle vous étiez conviés, mais il y a vraiment des choses qui ont changé en fonction de ce qui est remonté à partir des comités techniques. Mais là où je suis d'accord, c'est que quand on a une réforme aussi importante, il n'y a jamais assez de concertation et ça crée de la frustration chez tous les concernés. Alors, on va essayer de faire encore mieux, mais vraiment les services ont énormément travaillé et ont essayé de faire au mieux. On va essayer de faire encore mieux l'année prochaine. Parfait. Merci de ces précisions. Monsieur Sottart et puis Monsieur Lejamtel après. Non, ça va durer 2 secondes. Madame Thiolan, vous me permettrez juste de reprendre vos mots. Lorsque nous avons des demandes, nous les honorons. J'espère qu'on aura donc votre honneur pour les horaires du conseil municipal. Non, mais c'est les demandes de rendez-vous. En général, voilà, quand on a des demandes de rendez-vous, on les honore. Bon. Bon, Monsieur Lejamtel, allez. Par rapport à ce thème de la concertation. Excusez-moi, je me trompe de micro. Voilà. Sur la méthode. Bon, la méthode, tu rappelles, Lydia, qu'il y a eu 3 scénarios différents au cours du temps qui ont été, entre guillemets, mis sur la table. Effectivement, il aurait pu être possible de présenter plusieurs scénarios de manière collégiale ou dans le cadre d'une concertation. Et là, il y aurait eu peut-être un consensus en connaissance de cause qui se serait dégagé plus rapidement. Bon, donc ça, c'est une chose qu'on a repérée au niveau de notre groupe, c'est-à-dire que de fait, il y a eu des tâtonnements sur la manière de présenter les scénarios, puisqu'ils ont été présentés successivement quand ils auraient pu l'être de manière plus globale, quoi. Ce qui aurait permis effectivement à poser un certain... S'il y a une concertation, c'est que les personnes qui sont impliquées dans cette concertation peuvent, à un moment donné, donner leur avis sur les conséquences de tel ou tel scénario. Alors là, l'idée de faire, à la fin du premier trimestre, un retour est intéressant. Il faut que, effectivement, cette possibilité soit laissée. Moi, je remarque que sur le dernier scénario, c'est... l'un des problèmes de ce scénario, même s'il a des avantages, qu'il y a certains élèves dans certaines écoles qui pourront ne pas avoir cours du vendredi midi au lundi matin. Et ça, je trouve que c'est quand même une anomalie, parce que des élèves, puisque c'est optionnel, l'étape, les écoles qui ont des tapes le vendredi après-midi, ils auront quand même 1 heure de cours. Ils auront 1 heure de cours de 13h40 à 14h05. Et ensuite, jusqu'à 14h45. Bon, et ensuite, disons que de 14h05 le vendredi jusqu'au lundi matin, il y a un certain nombre d'élèves dans Cherbourg qui, de fait, pourront se retrouver sans aucune activité scolaire ou aucune activité éducative. Et il y avait une intervention qui est passée sur Mediapart l'autre jour, je ne sais plus comment s'appelle la personne, mais qui disait que ça, c'était quand même un vrai problème, que pendant presque 2 jours et demi, un certain nombre d'enfants se retrouvent sans aucune activité. Ouais, voilà. Mais ça sera sur un cycle. Ça sera sur un cycle de 6 semaines. Et les 6 semaines suivantes, non? Non, c'est toute l'année. Hein. C'est fixé, mais ça changera d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que... C'est toute l'année. C'est toute l'année. La journée est fixée, effectivement. Ça concernera un certain nombre d'écoles, mais... D'ailleurs, j'ai le... Il y a 3 ou 4 écoles. Oui, c'est ça, il y a 3 écoles. C'est dans la fiche, forcément. Moi, je veux dire par là que la partie n'invalide pas le tout, mais c'est quand même vrai que les erreurs de méthode sur les derniers mois pour mener la réforme et la mettre en œuvre, disons qu'on aboutit quand même à des difficultés difficilement surmontables. Et tu l'as un peu souligné dans ton intervention, mais nous, on enfonce un peu le clou, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation dans laquelle il n'y a pas de consensus en tant que tel, et le consensus se construit au fur et à mesure.
on a bien pris note que les organisations syndicales dans le comité technique paritaire vis-à-vis des personnels de la commune sont satisfaits du scénario. Si c'est le cas, c'est remarquable, parce que c'est clair qu'en commission, on a demandé à M. Toulorge les conséquences sur les postes, enfin sur les fiches de poste, et il y a 150 personnels qui donc sont impliqués. C'est quelque chose de c'est colossal le travail qu'il y a eu à faire. Donc, si vraiment il y a un consensus des organisations syndicales et des personnels de la ville par rapport à ça, dont acte, et on souhaite que vraiment ce soit le cas, parce que c'était quand même un enjeu difficile à réaliser, quoi. Alors, c'est le cas. Bien sûr, il y a des points de vigilance. C'est-à-dire que les organisations syndicales, par exemple, nous ont dit attention sur le temps de travail des ATSEM, puisqu'on va avoir un temps de travail allongé en face-à-face élèves. C'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas plus qu'avant, mais elles travaillent plus en face-à-face élèves, parce qu'on a considéré qu'effectivement, l'ATSEM, c'était vraiment la personne référente qui devait rester au plus près des enfants pour être un point de repère fixe toute la journée pour les plus petits. Alors, ils ont des points de vigilance comme ça, mais qui sont aussi des points de vigilance que nous avons. Si les organisations syndicales sont satisfaites, c'est parce que nous avons saisi cette contrainte de la réforme pour, par exemple, allonger la durée de travail d'un certain nombre de personnels qui étaient à des temps non complets. Et donc, évidemment, ça nous permet d'améliorer quand même vraiment le temps de travail de beaucoup d'agents. Et puis, je crois que c'est le résultat du travail qui a été mené par les services, c'est-à-dire d'un travail vraiment, au plus près. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes de travail qui associaient directement les agents. Et donc, ils ont pu faire des propositions, ils ont été entendus sur leurs propositions. Mais cette habitude que nous avons de travail avec nos agents, nous ne l'avons pas avec, bien sûr, des personnels qui ne sont pas du tout agents de la ville, comme par exemple les enseignants. Donc les choses se passent un peu différemment dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne le danger d'une absence de pratique éducative entre le vendredi midi et le lundi matin, alors, on a bien une activité éducative puisque le temps d'activité périscolaire est en soi une activité éducative, même si ce n'est pas du temps scolaire, évidemment, et ce n'est pas du temps d'apprentissage. Et il ne faut pas que les deux soient confondus. On est d'accord. Mais c'est... Ouais. Ah oui, bien sûr, pour ceux qui ne s'inscrivent pas, effectivement. Ouais. Alors, pour ce qui concerne les scénarios simultanés, c'était très compliqué parce que les scénarios, finalement, ils naissent les uns des autres. C'est-à-dire que c'est l'annulation d'un premier qui fait naître un deuxième, et c'est l'annulation du deuxième ou la correction du deuxième qui fait naître le troisième. Et on ne les a pas imaginés tous les trois en même temps. Mais c'est vrai que ça aurait sans doute été l'idéal. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, et je pense que ça pouvait difficilement se passer comme ça. Effectivement, il fallait un peu tâtonner et corriger à chaque fois et amender à chaque fois. Ça ne pouvait pas tout à fait difficilement se passer comme ça. Moi, je pense qu'un collectif humain, même sur le plan politique, quand il est face à une difficulté, il peut ne pas adopter la meilleure méthode, et c'était le cas de la part de la majorité précédente sur les rythmes scolaires, c'est-à-dire qu'il y avait, la possibilité de fonctionner par tâtonnement successif est une possibilité, mais ce n'était pas la meilleure, et je pense que si ça avait été pensé différemment, en termes de méthode de mise en œuvre, il y aurait eu la possibilité que que plusieurs scénarios soient portés à la connaissance de la communauté scolaire, des agents de la ville, etc. Bon, voilà, maintenant, on ne va pas refaire l'histoire, mais on peut reconnaître parfois qu'on aurait pu être plus performant. Voilà. Ok, mais on partage les analyses. Oui. Madame Herry. Excusez-moi. Parce que c'est le même sujet. Voilà, donc moi je voulais surtout dire qu'il faut garder l'enfant au centre du système, et que ces enfants qui vont être déscolarisés finalement du vendredi après-midi au lundi matin, ça va toujours être les mêmes qui vont subir les conséquences, c'est-à-dire les enfants en difficulté scolaire, les enfants dont les parents ne vont pas s'être occupés pendant les vacances et pendant les week-ends. Donc moi je crains fort pour ces enfants-là, je rebondis sur ce que dit M. Le Jamtel, que ces enfants-là soient de nouveau en difficulté scolaire. D'où la nécessité de faire la promotion de la réforme et de faire en sorte que ces TAP ils puissent s'adresser à ceux qui en ont besoin, et qu'on puisse justement faire effet de levier avec ces TAP. La difficulté, c'est vraiment d'aider les parents à faire cela. Gratuits, oui. Parce que ce sont les parents aussi qui vont conduire les enfants vers ces activités-là, et c'est souvent pas le cas. Les enfants choisissent.
Alors, c'est vrai qu'on a essayé de construire une plaquette la plus simple possible. Il y a également des temps d'accueil dans nos espaces solidaires, des temps d'accueil pour expliquer aux parents l'intérêt d'inscrire les enfants en temps d'activité périscolaire, de sorte que tous les enfants soient effectivement en collectivité, à l'école, dans le cadre de l'école, même si ce n'est pas sur du temps scolaire. On est d'accord avec vous de ce point de vue-là, il faudra faire en sorte que les enfants soient inscrits et soient présents, en particulier sur notre éducation prioritaire. Je crois qu'il y a une grande information à faire auprès des parents, de façon à ce qu'ils amènent leurs enfants dans ces activités-là. Ouais, ok. Bon, je propose de... Non, Oui, alors moi, c'est un tout autre sujet. Il y avait M. Poitvin qui voulait poser une question diverse également. Merci, Monsieur le maire. Ma question porte sur les problèmes du lycée Millet et de la région pour leurs travaux. Étant moi-même, comme vous avez pu constater dans la presse, les nombres de manifestations des élèves et des enseignants, étant moi-même au CA de cet établissement et ancien élève, j'en connais bien les enjeux et les aboutissants. La région a mis en stand-by aujourd'hui la réflexion sur la construction de la salle polyvalente, qui était déjà pourtant prévue sur les plans et indiquée sur le permis de construire. Et quand on comprend l'importance vitale pour les matières artistiques de cette salle polyvalente, il m'apparaît nécessaire que la ville apporte un clair soutien à ce chantier, même si c'est largement en dehors de ses compétences, je le sais bien. La richesse culturelle de ce lycée et son attractivité, et certains viennent de toute la région en internat pour y accéder. Voilà pourquoi, Monsieur le maire, nous vous demandons de vous engager, et de tout faire pour influer sur cette décision et soutenir cette construction. Et si vous le faites, comment ? Ça fait déjà plusieurs mois, donc on a... Hop, attendez, il y a un peu de résonance. Voilà. Catherine, tu voulais... Non ? Ah non, bah, c'est bon. Claudie voulait intervenir aussi. Bon, alors, Claudie, pardon. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, effectivement, donc c'était un sujet abordé donc dernièrement au lycée Millet. Donc j'y étais également pour représenter donc la communauté urbaine. Donc Madame Ferré, Corinne Ferré, vice-présidente de la région, était également présente, mais pour avoir effectivement un maximum d'informations sur la situation et pour rencontrer effectivement dans un esprit très apaisé l'ensemble des professeurs, des lycéens et d'autres personnels. Je tiens juste à revenir sur un point qui était qu'effectivement, il y a un panneau devant le lycée Millet, mais comme Madame Ferré l'a précisé, le projet de la salle était effectivement inscrit dans le programme pluriannuel d'investissement de la région, mais demande encore une confirmation de la part du conseil régional. Donc c'est dans cet esprit qu'elle est venue prendre tous les renseignements possibles. Voilà, ça fait déjà personnellement plusieurs mois que je suis intervenu auprès du président de région, Laurent Beauvais, qui est tout à fait conscient comment dirais-je, de la difficulté qui s'était posée à un moment donné. Donc, Madame Corinne Ferré a été dépêchée sur place, si on peut employer cette expression, pour analyser la situation. Très franchement, je suis un ancien élève du lycée Jean-François Millet, donc j'ai un peu d'affection par rapport à cet établissement. Je comprends tout à fait la nécessité. Je crois que vous savez, les collectivités sont toujours comptables des deniers publics. Dans le cas, si cette opération a été inscrite au plan pluriannuel d'investissement de la région, il y a eu à un moment donné des gens qui se sont dit il faut qu'on hiérarchise d'une certaine façon nos priorités. Alors quand on dit hiérarchisation des priorités, on dit diagnostic multicritère. Est-ce que après tout cette salle elle est véritablement pertinente de par son utilisation, de par ses usages? Pour moi, il n'y a pas photo. Je le dis très franchement, pour moi, il n'y a pas photo, parce que compte tenu de la spécificité du lycée, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui connaissent son dynamisme, et d'ailleurs on aura l'occasion ce soir et ce week-end à travers les téméraires, pour lequel je vous invite à participer, je sais que le week-end va être un peu complexe, mais à participer au maximum de représentations qui seront données notamment par des élèves du lycée Jean-François Millet. Je dis, il y a véritablement pour moi pas photo, il y a besoin de cette salle, je la défendrai, je ferai la promotion de cette salle auprès de la région, j'ai de bon espoir que cela aboutisse. Je sais qu'on est relayé par Muriel Jeuzeau-Marinier, notamment en tant que conseillère régionale également, et d'autres sur ce dossier. Donc voilà, donc à partir du moment où Madame Corinne Ferré, vice-présidente en charge de ces équipements, est venue sur place, elle a pu rendre compte, et je pense que, j'espère, je souhaite qu'on ait une bonne nouvelle à annoncer dans les semaines qui viennent.
Mais nous sommes extrêmement vigilants et nous sommes, nous aussi, défenseurs de ce projet pour le lycée. Oui, je vous relaisse la parole. Du coup, je vous remercie. Je pense que les élèves et les enseignants de ce lycée vous en seront reconnaissants de cet engagement. Effectivement, elle était inscrite en tant que conditionnelle au plan pluriannuel et sur le permis de construire. Seulement, l'étendue des travaux actuels a tellement endommagé la salle de théâtre particulièrement, fait que les cours ne pourraient plus être donnés sans cette salle, d'où l'importance vitale. Merci du coup. Lydia. Oui, juste un tout petit élément, puisqu'on parle de la très grande richesse du lycée Millet, dont on a tous conscience ici. Et moi, je ne suis pas une ancienne élève, mais je suis une ancienne enseignante du lycée Millet. Et effectivement, les options musique, danse, cinéma, théâtre, c'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe là-bas. Il faut aller voir un spectacle de Monsieur Longeon une fois dans sa vie pour se rendre compte de la qualité des prestations des élèves. Et justement, j'en profite pour vous dire que samedi, une association qui est issue du lycée Millet, des élèves actuels et d'anciens élèves du lycée Millet, une association qui s'appelle Shakespeare Danse le Rock, Shakespeare pour le théâtre, danse pour la danse, le rock pour la musique. Eh bien, cette association organise un spectacle place de la Poste, et c'est pendant toute l'après-midi. Il va y avoir du théâtre, il va y avoir de la musique. Ça va être une très belle opération et il faut absolument y aller. Voilà. On passe à la dernière question diverse. Donc, Madame Herry, je vous laisse la parole. Sujet totalement différent. Je voulais parler de la grève des éboueurs. Alors, ce n'est pas de la compétence municipale, je sais que c'est de la compétence de la CUC. Je voulais simplement savoir, parce que l'état des rues est catastrophique, allez place Filippo Leca, allez-y en venant, j'habite dans le quartier, j'ai vu, c'est une catastrophe. Donc je voulais simplement savoir si pendant le week-end, où il va y avoir du monde, des animations, il va y avoir des solutions de trouver pour essayer de nettoyer tout ça. Merci beaucoup. Écoutez, merci Monsieur le maire, mais je vous remercie de me poser la question, mais au même moment où vous me posez la question, les camions sont déjà en train de recollecter, donc vous pouvez être rassuré. Un mot, Benoît, sur la fin du conflit ? Oui, puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais simplement effectivement confirmer que les collaborateurs de la communauté urbaine ont repris le travail, que la collecte et le nettoyage reprennent dès ce soir, et tout cela sera accentué dès demain matin, puisqu'ils nous ont demandé, et je l'ai accepté, de pouvoir faire le plus urgent ce soir et de reprendre le cours dès demain, ce qui peut se comprendre en termes de fatigue après un conflit. Moi, je voudrais simplement rappeler que nous avons bien sûr rappelé plusieurs choses, à la fois le dialogue social historique à la communauté urbaine et l'engagement constant des élus de pouvoir travailler avec les collaborateurs et avec les représentants syndicaux dans la meilleure forme qu'il soit. Nous avons aussi maintenu nos positions sur une capacité à réfléchir sur l'ensemble, sur un ensemble de données et un ensemble de problématiques, et pas uniquement sous l'aspect du salaire, ce qu'ils ont accepté. Et donc, je remercie les vice-présidents présents, Jean Lagarde et Christian Catherine, qui m'ont accompagné dans ces démarches. J'y associe Philippe Baudin, un élu d'Équeurdreville. Et donc nous avons trouvé un accord de méthode, comme nous l'avions proposé, et nous allons, dès début juin, mettre en place, avec les collaborateurs et avec les organisations syndicales, un processus de réflexion et de discussion, en intégrant encore une fois un ensemble de points particuliers, et pas uniquement un point spécifique, pour à la fois apporter des réponses en termes de conditions de travail, de qualité de service public, et vous savez que j'y tiens beaucoup, et les choses se feront au travers d'un agenda social communautaire, mais elles se feront dans le dialogue, dans le respect des positions de chacun et de chacune. Nous ne serons probablement pas d'accord sur tout, mais la volonté de dialogue et d'échange est là. Voilà, merci. Tout à fait. Voilà, puis en complément, mais Benoît, tu l'as fait dans ton communiqué, donc c'est vrai qu'on présente collectivement nos excuses à la population pour les désagréments que ça a pu générer, et ça c'est tout à fait normal. Et on remarque une chose, c'est qu'on félicite aussi la population pour son sens du civisme. C'est-à-dire qu'on a pu constater que dans certaines rues, bien, les gens avaient parfaitement compris et n'ont pas mis leur poubelle dehors. Donc ça aussi, c'est un des points à mentionner. Je te redonne la parole, Benoît Lassé.
remerciements de Monsieur le maire pour à la fois remercier les collaborateurs grévistes pour leur sens de l'intérêt général et leur sens des responsabilités, puisque les choses se sont passées sans animosité et dans la discussion. Et encore une fois, comme vous venez de le faire, Monsieur le maire, remercier la population et les commerçants qui ont pris des agissements et qui ont agi pour éviter que la ville se salisse trop vite. Et je salue de nouveau le travail des collaborateurs, puisque contrairement à ce qu'on nous a dit parfois pendant la campagne électorale, on voit bien quand même que leur travail est nécessaire et primordial au quotidien, puisque quand ils arrêtent, ça se voit tout de suite. Bon. Ok, c'est tout. Non ? Oui. Monsieur Huette. C'est simplement par esprit d'égalité ou de parité, et rappeler que je suis aussi un ancien élève de Millet et que j'ai fait partie de l'option A3 et que je partage totalement ce que vous avez dit sur la réalité du lycée Millet. Et même en allant voir un peu plus loin, en 2015, on ne sait jamais ce qui se passera, mais si la région devait basculer sous une autre couleur, sachez que nous soutiendrons avec vigueur ce projet s'il n'est toujours pas mené à son terme. Voilà, merci. Un sens de l'anticipation. Bon, nous en avons terminé avec les questions diverses.